Citoyennes, citoyens, bonjour et bienvenue dans Dernière Nouvelle des Étoiles. Dans le système solaire, il y a deux grands types de planètes. Les planètes dites telluriques, principalement composées de roches et de métal, comme la Terre, et les planètes géantes, principalement composées de gaz, comme Jupiter. La Terre est la plus grande des planètes telluriques, et Neptune est la plus petite des planètes géantes. Entre ces deux bornes, il y a cependant un fossé. Neptune est presque 4 fois plus grande que la Terre et 17 fois plus massive. On peut se demander à quoi ressemblerait une planète située à peu près au milieu de ce fossé, et même si de telles planètes existent. Et la réponse est oui. Parmi les milliers d'exoplanètes qui ont été détectées à ce jour, on en a découvert qui ont été qualifiées de super-Terre ou de mini-Neptune. Nous sommes bien incapables de dire à quoi elles ressemblent puisqu'il n'y a aucun exemple connu de ces astres dans le système solaire. Elles ont cependant été très étudiées au cours des 20 dernières années, et dernièrement, c'est James Webb qui a pu s'atteler à caractériser l'une d'entre elles. Le télescope géant a réalisé 2 sessions d'observation de la planète K2-18b. Cette dernière gravite dans la zone habitable d'une naine rouge située à environ 125 années-lumière du Soleil. C'est une planète qui avait été découverte en 2015. On savait déjà qu'elle était 9 fois plus massive que la Terre et 2,6 fois plus grande. Elle est donc pile poil au milieu du fossé qui sépare la Terre et Neptune. James Webb a utilisé ses instruments NIRISS et NIRSPEC pour décortiquer le spectre de la planète et ainsi recueillir des indices sur sa composition chimique. Le télescope géant a aidé une équipe de chercheurs à identifier la présence de méthane et de dioxyde de carbone. Ils semblent être présents à hauteur d'1% chacun dans une atmosphère principalement constituée d'hydrogène. Cela colle parfaitement avec un modèle de planète qui avait été prédit mais jamais observé, les planètes Icéan. Icéan est un mot valise qui regroupe hydrogène et océan. Une planète Icéan serait ainsi une sorte de super-Terre ou mini-Neptune possédant un océan d'eau global et profond placé directement sous une atmosphère épaisse d'hydrogène. Ces planètes pourraient offrir un milieu hospitalier pour la vie avec leurs immenses océans bien plus volumineux que ceux de la Terre. Et là où les choses deviennent intéressantes, c'est que l'équipe qui a produit ce résultat pense également avoir détecté un troisième composé chimique, du sulfure de diméthyle. La détection est moins forte et a besoin d'être confirmée. Elle pourrait cependant être significative. Sur Terre, le sulfure de diméthyle est essentiellement produit par le plancton. Il a déjà été identifié depuis quelques années comme un biomarqueur robuste pour les planètes Icéan. Autrement dit, James Webb pourrait avoir détecté les rejets d'un équivalent de plancton sur un monde océan lointain. Bien entendu, la prudence est de mise. D'une part, la détection est plus incertaine que celle du méthane et du dioxyde de carbone. Il va donc falloir refaire des passes d'observation, potentiellement avec MIRI, l'instrument dédié à l'infrarouge moyen de James Webb. D'autre part, même confirmé, le sulfure de diméthyle pourrait découler d'un processus abiotique qui n'a pas été identifié, sans que la vie ne soit impliquée d'une quelconque façon. De manière un peu frustrante, on pourrait même ne jamais avoir de réponse à cette question. La présence de sulfure de diméthyle pourrait être confirmée avec un haut degré de certitude. Il resterait quasiment impossible d'être absolument certain de sa provenance. C'est un des désavantages de ne pas avoir de planète Icéan dans le système solaire, contre laquelle on pourrait tester nos modèles atmosphériques. Puisqu'on parle d'exobiologie, il faut évoquer le rapport sur les UAP, ce qu'on appelle communément chez nous les ovnis, que vient de publier la NASA. L'agence spatiale américaine s'intéresse au sujet essentiellement pour aider à le dédramatiser. La peur du ridicule est un frein important pour le report de ces phénomènes de la part des pilotes de ligne ou de chasse. L'armée américaine et la NASA souhaitent donc mettre fin à ce stigmate pour recueillir un maximum de données sur les UAP. Il s'agit essentiellement de les faire sortir du domaine du sensationnel pour les faire rentrer dans le domaine des sciences, ce qui revient à corriger les a priori de 70 ans de pop culture.
La première conclusion que dresse la NASA après avoir étudié des phénomènes documentés est qu'absolument rien ne les lie à de la vie extraterrestre. Rien d'étonnant ici. Il est difficile de faire un lien entre ce qui se passe à quelques centaines de mètres au-dessus de nos têtes et ce qui pourrait arriver à des centaines ou des milliers d'années-lumière de nous. Sur les 800 phénomènes étudiés, la NASA a pu en ramener une majeure partie à des phénomènes naturels ou humains connus. Seule une poignée échappe encore à une explication. La principale crainte de l'armée américaine est qu'il concerne des engins d'espionnage. Une peur qui n'est pas tout à fait sans fondement, souvenez-vous du ballon chinois qui a été abattu voilà quelques mois au-dessus du sol des États-Unis. La NASA recommande pour sa part d'augmenter le nombre de données collectées, notamment en mettant en place un outil de report anonyme que pourraient utiliser les pilotes de ligne. Le recours à l'intelligence artificielle pourrait également aider à trier les rapports bénins de ceux qui sont réellement intéressants. Car la NASA pense en effet qu'il y a peut-être des découvertes excitantes à faire dans ces amas de témoignages. Il concernerait cependant plus la science atmosphérique que les petits hommes verts. Dernier exemple en date, les lumières qui ont été observées lors du séisme qui vient de frapper le Maroc. Des témoignages similaires avaient déjà été rapportés lors de séismes précédents. Voilà un UAP qui pourrait potentiellement dévoiler certaines des interactions entre la croûte et l'atmosphère de notre planète. Bref, espérons que l'effort de la NASA aidera à rendre ce sujet aussi banal qu'il devrait l'être, et que la recherche pourra se pencher dessus sans crainte du ridicule. S'il y a peu de chances que des extraterrestres visitent la Terre, l'humanité essaie toujours pour sa part d'aller vers les étoiles, ou du moins en orbite, ce qui représente déjà une première étape complexe. Dans cet effort, on souligne ces derniers jours les annonces de l'entreprise franco-allemande The Exploration Company, concernant son vaisseau Nix. Nix est une capsule conique qui doit permettre à l'Europe d'acquérir une capacité de retour d'orbite. Le vaisseau doit pouvoir transporter du fret et peut-être même un jour des humains. Il est en plus pensé pour être ravitaillable, ce qui pourrait pousser son allonge jusqu'à la Lune. Avec une telle ambition, on pourrait penser qu'on a affaire à de doux rêveurs. Mais force est de constater que mois après mois, The Exploration Company continue de franchir des étapes importantes. La semaine dernière, l'entreprise s'est parée de deux annonces. La première concerne un contrat avec Axiom, l'opérateur américain de stations spatiales privées. Axiom a passé un accord pour acheter un vol de ravitaillement à The Exploration Company. Un vaisseau Nix viendra ainsi ravitailler la station américaine au 4e trimestre 2027, au plus tôt. Voilà donc un premier client qui se double d'un premier lanceur. The Exploration Company veut aller vite et ne souhaite donc pas se laisser impacter par les retards d'Ariane 6. Le nouveau lanceur lourd européen était à l'origine prévu comme le moyen de propulsion pour le vaisseau privé. Mais c'est finalement la PSLV indienne qui fera ce travail, du moins pour le premier vol de démonstration. Celui-ci permettra de lancer un prototype, dénommé Bikini, dès l'année prochaine. Un autre prototype sera lancé un peu plus tard dans l'année. The Exploration Company espère ensuite produire un premier vol orbital opérationnel en 2026. Nix est un des projets les plus ambitieux du New Space européen, mais il n'est pas le seul. Ces derniers jours, on a aussi vu émerger cette image de la part de Maya Space. Non, il ne s'agit pas d'un Starship, mais bien d'un réservoir de second étage pour une fusée européenne. La fusée Maya va être construite à partir du prototype du premier étage réutilisable, Themis. Elle fonctionnera donc au méthane et devrait être capable de délivrer jusqu'à 1,5 tonne en orbite. Maya Space compte réaliser une mise à feu statique d'un second étage l'année prochaine, ce qui devrait coller avec les premiers essais propulsifs de Themis. On devrait donc voir toutes les briques d'une mini Falcon 9 être assemblées en Europe d'ici 12 mois. Côté test de réservoir, les choses bougent aussi du côté de Rocket Lab, qui nous montre ce à quoi devrait ressembler l'équivalent de ce qu'on vient de voir, mais pour la fusée Neutron. On remarque que dans ce cas, c'est le carbone qui est préféré à l'acier. Les amoureux des fusées toutes noires de l'entreprise devraient donc être rassurés. La Neutron est un lanceur très original, qui devrait devenir opérationnel sur la seconde moitié de la décennie. Il se distingue notamment de par sa coiffe qui reste attachée au premier étage. De cette manière, le second étage est en quelque sorte à l'intérieur du premier. C'est une solution assez différente de ce qu'on a l'habitude de voir, il reste à déterminer si ce pari est gagnant. En attendant, tous ces acteurs continuent bien évidemment de surveiller le Starship qui revolera à une date indéterminée. Cela pourrait être dès le mois prochain si la FAA le juge opportun, ou bien après si une seconde évaluation environnementale dure aussi longtemps que la première.
L'industrie des lanceurs bouillonne d'idées, de tests et de prototypes. Et bien malin qui peut prédire à quoi elle ressemblera dans 10 ans. Et nous voici arrivés au bout de cet épisode de Dernière Nouvelle des Étoiles. L'émission va continuer en live ce jeudi à partir de 10h sur Twitch, animé par Maxime. Le lien pour venir participer est en description. Vous pouvez partager vos questions et vos remarques dans les commentaires. On répondra à certaines de vos interrogations dans la vidéo qui sortira ce dimanche à 18h. Je vous invite également à consulter la description pour retrouver nos sources et nos réseaux sociaux. Nous, on se donne rendez-vous dans 2 jours pour un dossier de l'espace, et d'ici là, citoyennes, citoyens, portez-vous bien.